Le 14 septembre 2025 à 4H52, le bombardier Su-24 indicatif d'appel Silverwolf vole si bas que son altimètre radar émet un avertissement perçant. Chaque rafale menace de précipiter l'avion de 43 tonnes dans la campagne russe. Mais s'il monte encore plus haut, il devient une cible facile pour le système de défense aérienne le plus sophistiqué jamais conçu par la Russie. Le S-400 triomphe. Son radar scrute actuellement le ciel au-dessus de lui, formant un immense filet invisible sous lequel il doit voler. Le problème, c'est que Ned ne mesure que 30 mètres. Et ce n'est même pas le plus fou ce soir. À 800 km de chez lui, une meute de 20 drones Palonissia fait la même chose à seulement 15 mètres d'altitude. Ce sont des fantômes qui murmurent au-dessus de la Terre. Leur intelligence artificielle effectue des centaines de microcorrections par seconde pour maintenir leur altitude aussi basse pendant une durée aussi longue. Leur cible le cœur même de la machine de guerre russe du Nord, la raffinerie de pétrole de Kirishi, un actif d'une valeur de 5,79 milliards de dollars, protégé par un système de brouillage radar et de missiles à plusieurs niveaux. Cette installation alimente des milliers de chars et soutient la flotte russe de la mer Noire en pompant quotidiennement 355 0 barils d'essence et de diesel. 5 HA15. Silverwolf Banks vire brusquement à gauche, subissant une accélération de 3G et exécute une manœuvre qui, sur le papier, n'a aucun sens tactique. Il ne se dirige pas vers Karishi. Il survole la Finlande en décrivant un arc de cercle de 880 km. Ce détour insensé est la seule raison pour laquelle il est encore en vie. L'horizon radar du S-400 est une ligne droite. Or, la Terre est ses courbes. Il ne se cache pas seulement lui-même, il cache aussi sa cargaison. 4 bombes intelligentes, EESM. Hammer de 550 livres pointés vers le cœur de la raffinerie et 2 missiles antiradar, AGM-88 conçus pour arracher les yeux du S-400 s'il le repère. En suivant cette route précise, précalculée à seulement 30 mètres d'altitude, il reste parfaitement dans l'ombre de la planète, dissimulant ainsi sa charge mortelle. Soudain, l'écran de son GPS se brouille et se transforme en un nuage de parasites. Le Kusuka 4 s'est réveillé. Mais Silverwolf, lui, n'a qu'à bien se tenir. Il actionne un interrupteur et son itinéraire réapparaît précis et fiable. Il ne navigue pas par satellite, mais par système de navigation inertielle. Brouiller le GPS, c'est comme crier sur un pilote pour le désorienter. Utiliser un système de navigation inertielle, c'est comme naviguer quand on est déjà sourd. Les cris n'ont aucune importance. Pendant ce temps, la meute de loups de Palonissia poursuit son propre périple de 497 000. Une flèche mortelle et silencieuse filant à une distance terrifiante de 15 mètres. Leur cerveau doté d'intelligence artificielle effectue le même calcul que Silverwolf, mais ils utilisent également des données Starlink en temps réel pour compenser les cisaillements de vent et éviter les lignes électriques qui surgissent du brouillard comme des toiles d'araignée. Dans le bunker de commandement S, 400 près de Kirishi, un opérateur prend une gorgée de café froid. Son écran n'affiche que du vert. Il ignore que 20 est un fantôme hurlant vers sa position juste en dessous de son champ de vision. Jusqu'à 5G28. Soyons clairs, le système qui protège Karishi est une machine de guerre. Sur le papier, il est parfait. Le S-400, c'est un géant d'acier dont le radar N. SIX-92 peut suivre 300 cibles distinctes à 400 km de distance. Ces missiles coûtent $1 million pièce, et ce n'est pas sans raison. Tout semblait fonctionner à merveille. Dans le bunker de commandement, l'opérateur russe Sergueï vit un écran d'un vert calme. Le ciel était dégagé. Mais ce que Sergueï ignorait, ce que son système à $1 milliard était incapable de lui dire, c'est que l'attaque ne venait pas du ciel. Elle venait du sol. 20 drones, Palonissia glissant sous son faisceau radar, exploitant la seule faille qu'aucun ingénieur russe ne pouvait vaincre la courbure de la Terre. C'était comme essayer de repérer une souris en fixant le plafond. Ce fut une négligence fatale. Le problème encore plus grave était que le S-400 dissimulait un autre secret, une faille inscrite dans son ADN. C'est un bijou de technologie capable de calculer simultanément des centaines de trajectoires d'interception. Elle peut compter, mais seulement jusqu'à 300.
Alors que se passe-t-il lorsqu'on soumet 300 un problème à une machine qui ne peut en résoudre que 300? L'Ukraine était sur le point de le découvrir. 5H32. L'écran de l'opérateur russe explose. Des centaines de fantômes. Des contacts inondent simultanément son écran. C'est à ce moment précis que les drones leur exécutent leur fonction principale. Ils viennent de tromper plus de cibles que le système S. 400 n'est physiquement conçu pour en gérer, et le S-400 réagit. Son protocole de défense automatisé déclenche une salve de missiles à plusieurs millions de dollars poursuivant désespérément des cibles fantômes. Mais c'est là le défaut fatal de sa conception. En hurlant à plein poumon pour cibler les leurs, le radar du S. 400 clignote comme un phare signalant sa position dans la nuit russe. À 80 km de là, le cockpit du Silver Wolf le confirme, son détecteur d'alerte ne sonne pas. C'est un mur de son impénétrable. Il a verrouillé la cible. Il tire 2 missiles AGM-428. Ils n'ont pas besoin de voir le S-400. Il leur suffit de suivre le bruit qui s'accélère vers la source radar à plus de Mach 2. Et dans cette fenêtre de chaos précise, alors que le géant est aveuglé et assourdi, les 10 véritables drones tueurs franchissent le périmètre final. Ils sont maintenant à l'intérieur de la clôture et sont totalement invisibles. 5J325. Silver Wolf est hors de danger. Les 90 secondes qui suivent lui paraîtront interminables. Il n'est plus qu'un spectateur filant à Mach. Un dans l'obscurité, attendant de voir si les 2 missiles qu'il vient de tirer parviendront à crever les yeux du géant. Toute sa mission repose désormais sur ce seul événement. Pendant ce temps, la deuxième phase de son plan se met en place. Dixicone, représentant ses drones tueurs, se détachant du groupe principal et plonge vers la raffinerie. Leur mission, détruire méthodiquement les tours de détection et les radars auxiliaires, les yeux et les oreilles de la raffinerie avant l'arrivée de ses propres bombes. Mais les Russes n'attendent pas la mort. L'opérateur du Panzer S, un professionnel aguerri au chaos, ignore le brouhaha électronique du S-400 en fin de vie. Son radar local verrouille la menace à basse altitude. Il agit. Une rafale de munitions de 30 mm réduit en miettes un drone d'une valeur de 50 $. Une seconde plus tard, un missile en détruit un autre. Sur son écran, Silver Wolf voit 2 de ses alliés disparaître. Son plan était d'aveugler les habitants des raffineries. Le problème, c'est que les Russes détruisent ces lampes torches une par une. Il a 20 secondes pour larguer les bombes, mais la pièce de l'autre côté pourrait ne pas être aussi sombre qu'il l'espérait. Tout se résume désormais à un éclair blanc éclatant à l'horizon, au 5-3-35. Un éclair silencieux et fulgurant jaillit à l'horizon ouest si intense qu'il obscurcit momentanément la vision nocturne de loup argenté. Le géant est aveuglé. La 22, ses fenêtres est ouverte. Lou grimpe engageant sa cible. Il aboie en tirant brusquement sur le manche. Le Su-24 tremble violemment, ses moteurs hurlent de protestation tandis qu'il tente de prendre de l'altitude. C'est le pari ultime. Il troque l'invisibilité salvatrice du vol à basse altitude contre l'énergie cinétique nécessaire à ses bombes pour planer sur 70 km jusqu'à leur cible. C'est un problème de physique aux conséquences potentiellement fatales. Il se met délibérément en position de cible la plus facile et la plus vulnérable de tout le ciel russe. Mais les frelons russes ne sont pas morts. L'opérateur du système anti-panique, sa principale liaison de données désormais réduite à un flux de parasites, est un professionnel aguerri. Il fait exactement ce qu'il doit faire. Il active ses capteurs optiques, ses thermix locaux indépendants, et il le voit. Un Su-24 solitaire. Ses post-combustion dessinent une cible thermique parfaite sur le ciel froid de l'aube tandis qu'il prend de l'altitude. C'est le tir le plus facile qu'il aura de toute la nuit et il obtient un verrouillage. SM exécuter le protocole d'évacuation. Tout dépensé. Silver Wolf ordonne d'une voix glaciale. C'est le dernier coup de poker. Les 8 drones tueurs survivants abandonnent instantanément leur mission d'attaque du périmètre. Leur nouvelle directive est simple, sauver le loup. Ils s'élancent vers le ciel fonçant droit sur le système Pensier. Leurs moteurs brillant d'une blancheur incandescente sur le thermoscope de l'opérateur. Ils viennent de se transformer de scalpel en 8 missiles suicides fonçant droit sur le système.
L'opérateur du Pensier est désormais confronté à un dilemme tactique crucial. Tirer sur le bombardier à haute vitesse, qui est encore à des kilomètres et qui prend de l'altitude, ou tirer sur les 8 avions bombardiers enragés qui sont sur le point de s'écraser sur sa position dans les 10 prochaines secondes. C'est comme choisir entre le tireur d'élite à 1 kilomètre et le type qui court vers vous avec un couteau. Il choisit la survie. 5H30 3 mains 50S, alors que les 2 canons de 30 mm du Panzer pivotent violemment pour anéantir l'essaim de drones qui s'approche emplissant l'air d'un ouragan de tungstène argenté. L'écran de visée du loup affiche un vert uni parfait. Il a trouvé la solution. Larguez les bombes. Il grogne en sentant les 4 bruits sourds. Distinct des 2 bombes de 200 livres qui se détachent de sous ses ailes. L'avion semble soudain plus léger, plus agile. Dès que la dernière bombe est si immédiatement larguée, il pousse le manche à fond dans un piqué brutal et vertigineux, subissant des jets négatifs. Alors qu'il précipite le Su-24 dans l'ombre de la Terre, il laisse derrière lui le feu d'artifice, la destruction enflammée de son bouclier de drone, lui offrant les précieuses secondes nécessaires à sa fuite. 4 anges de la mort, de 250 kg, glissent désormais silencieusement dans la stratosphère leur système de navigation inertielle, les guidant sur un trajet de 43 mètres. Et le vrai spectacle, le final à 579 milliards, est sur le point de commencer. La bataille pour Kurishi était terminée. L'exécution ne faisait que commencer. 4 bombes ASM Hammer de 550 livres glissent maintenant dans l'air raréfié et froid de la stratosphère. Le chaos du combat aérien, le rugissement des canons du Panzer, les cris des drones mourants, tout cela est à des kilomètres derrière eux. En contrebas, les pompiers russes font retentir leurs sirènes hurlantes, tandis qu'ils se précipitent vers le périmètre de la raffinerie, vers les cratères fumants laissés par les drones. Ils courent vers le mauvais incendie. La véritable menace est silencieuse. Invisible, l'engin se déplace à 965 km. À 16 km de la cible, les bombes entament leur piqué terminal plongeant vers le sol. Depuis le sol, elles sont invisibles. Pour le commandement russe, l'attaque est assez terminée. Les drones ont été abattus. Le bombardier ennemi a pris la fuite. Un sentiment de soulagement mêlé de confusion commence à s'installer. 5 secondes avant l'impact. Le fourqueur de la raffinerie se profile sur les capteurs optiques embarqués de la bombe. Il correspond parfaitement à l'image cible chargée en mémoire. 5H340. Le premier missile antinavire frappe. Son cône avant en acier trempé se déplaçant à une vitesse proche de celle du son percute le boîtier principal du four. Elle traverse la paroi extérieure en acier, l'isolant et une seconde paroi en béton armé avant que son minuteur interne programmé avec une précision extrême n'atteigne 0. Elle essaie désormais à l'intérieur de la machine. L'ogive de 250 kg explose. L'explosion initiale génère une onde de surpression de 3500 PSI, transformant l'acier et le béton en éclats. Mais ce n'est que le début. La véritable destruction provient d'un défaut de conception fatal que les services de renseignement ukrainiens connaissaient. Les anciens conduits de ventilation de l'époque soviétique relient le four primaire au craqueur catalytique secondaire. La boule de feu, un démon de 20 degrés. Fahrenheit, composé d'explosifs en combustion et de gaz surchauffés, trouve ses conduits. Ce n'est plus une explosion. C'est une bombe à air comprimée, injectée directement dans le système de circulation de la raffinerie. La vague de feu et de pression déchire les canalisations, enflammant les hydrocarbures volatiles qu'elles contiennent. Une réaction en chaîne catastrophique se déclenche. Une seconde plus tard, la deuxième bombe frappe une autre partie du four. Puis la troisième, puis la quatrième. Les ondes de leurs explosions respectives se rencontrent, se multiplient et s'amplifient, créant un cataclysme unique. La terre tremble. La fournaise ne se contente pas de se rompre. Elle est déchirée de l'intérieur dans une éruption volcanique contrôlée. Le cœur de Kurishi vient d'être vaporisé. Au sol, c'est un spectacle infernal. Les explosions secondaires débutent. Lorsque des milliers de tonnes de carburant raffiné s'enflamment. En quelques minutes, une colonne de fumée du noir est visible à 50 mètres de distance. Les moyens orbitaux de l'OTAN révèlent un brasier incontrôlable, une signature thermique si massive
qu'elle est visible depuis l'espace. Les chiffres sont implacables. 40% de la production de l'usine, soit 142,0 barils par jour, a disparu. Cela représente un manque à gagner direct de 200 millions de dollars par mois. Voilà assez de carburant pour 50 mouvements de chars qui n'auront jamais lieu. La chaîne logistique septentrionale de la machine de guerre russe vient d'être coupée net. À des kilomètres de là, filant à toute allure au ras des cimes, Loup d'Argent aperçoit la lueur à l'horizon. Il ignore l'étendue des dégâts. Tout ce qu'il sait, c'est que son bouclier anti-drones a fonctionné. Il est vivant. Sa mission est accomplie. Il a troqué un investissement de 900 dollars en drone-bombes et carburant contre un tir direct. Un actif de 5,79 milliards de dollars. Cela représente un retour sur investissement de plus de 64,0%. Même les meilleurs fonds spéculatifs de Wall Street n'auraient pas pu faire mieux. Maintenant que l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait s'infiltrer profondément en territoire russe et atteindre son économie, quelle infrastructure critique devrait-elle cibler ensuite, selon vous? Faites-moi part de votre stratégie dans les commentaires.